Les courbes de succès sur les écrans de Julian Voss étaient abruptes, impeccables et vertes. À 40 ans, il était le cerveau de la Compass Group, un empire de 25 boutiques de luxe lifestyle qu'il avait bâti en seulement une décennie à partir d'un petit cabinet de conseil en design. Son penthouse à San Francisco offrait une vue sur une ville qu'il dominait, mais la vérité était qu'il considérait depuis longtemps son entreprise comme une simple série de pointes de données. À déçu, les profits étaient impressionnants, mais les récents rapports de la boutique phare à Seattle, le Compass Annex, lui laissaient un goût amer. Une satisfaction client élevée contrastait avec un taux alarmant de rotation du personnel et des notes internes mentionnant des corrections manuelles fréquentes des stocks, un euphémisme pour inefficacité. Julian sentait que les chiffres cachaient une histoire qu'il ne pourrait entendre qu'en cessant d'être le patron. Ce mardi-là, Julian échangea son col roulé en cachemire et sa montre sur mesure contre une veste cirée usée, un bonnet bleu marine enfoncé sur le front et une paire de lunettes de lecture à monture épaisse. Il s'était laissé pousser la barbe et avait volontairement atténué son allure. Il n'était plus Julian Voss, le PDG visionnaire, mais Earl Schmidt, un professeur d'histoire à la retraite en voyage d'exploration le long de la côte ouest. Le Compass Annex à Seattle était architecturalement la vitrine de la marque, un mélange élégant de murs en béton brut et d'étagères en bois chaleureux, remplis de céramiques minimalistes de carnets reliés à la main et d'accessoires en cuir luxueux. La lumière était douce, l'odeur de bois de santal et de cuir haut de gamme discrète. C'était un lieu de ralentissement conçu par Julian pour vendre du bien-être. En tant que Herr Schmidt, Julian entra. Les premières minutes, il se contenta d'absorber l'atmosphère. Il remarqua le léger grincement du plancher près du comptoir à café, un détail jamais mentionné dans les photos d'inspection hebdomadaires. Il vit que les coins de la vitrine portaient de légères traces d'usure dues au nettoyage répété. Ces petites imperfections rendaient de l'endroit humain, contrairement au rendu cliniquement parfait que son équipe de design lui présentait toujours. Son regard se posa sur la caisse. Là se tenait Lena Brandt, 32 ans, ses cheveux bruns, attachés en un chignon fonctionnel, mais élégant. Dans les dossiers du personnel, Lena était la chef d'équipe avec le taux de correction le plus élevé, une statistique inquiétante. Maintenant, Julian voyait une femme qui se déplaçait dans la boutique avec la présence calme d'un capitaine expérimenté. Il observa Lena avec un client exigeant un homme d'âge moyen, souhaitant échanger un sac à dos coûteux dont il avait perdu le reçu. Le client était irrité et impatient. Lena ne souriait pas de manière forcée, mais avec une empathie sincère qui se lisait dans ses yeux. Elle passa près de 10 minutes à retracer la transaction via la base de données client et à traiter le remboursement. Elle expliqua chaque étape calmement s'excusant, non pas pour la durée, mais pour les désagréments du processus. Lorsque l'homme partit, il la remercia presque gêné pour sa patience. Julian, habitué à mesurer les interactions en minutes, comprit, Lena avait pris le temps parce qu'elle savait que la valeur du sac à dos pour le client était plus qu'un simple chiffre sur un reçu. L'inefficacité de ces 10 minutes était en réalité un investissement inestimable dans la fidélité des clients. Il s'approcha d'une étagère de livres haut de gamme et poursuivit sa couverture. Il choisit un volume rare sur l'architecture du début du 20e siècle, un achat crédible pour un professeur à la retraite. Il se positionna pour entendre les interactions près de la sortie du stock. Là, un jeune employé aux cheveux bouclés et à l'attitude enthousiaste, luttait avec un carton de marchandises neuves. Ben tentait de scanner un lot de bougies artisanales dans le système de gestion des stocks.
Le scanner émettait des bips d'erreur à répétition. Ben jura doucement en espagnol. Lena, qui rechargeait la machine à café, remarqua la frustration de Ben. Elle ne se précipita pas immédiatement vers lui, attendant d'avoir fini de remplir les grains de café pour ne pas signaler d'agitation aux clients. Le nouveau module déraille encore. Ben demanda TL doucement en s'approchant. Il confond les bougies noires et grises. Non, alors que le code est différent. Ben hocha la tête, les joues rouges. J'essaie pour la 4e fois. Le système refuse de reconnaître les bougies grises comme une SKU distincte. Il les classe toujours comme déchets non identifiés. J'ai peur qu'à San Francisco, ils pensent que je jette la moitié de la livraison. Lena posa doucement sa main sur le scanner, comme pour le calmer. Non, Ben. La centrale ne pense rien. La centrale lit des chiffres. Et les chiffres sont faux parce que les programmeurs en 2012 ont oublié un code pour permettre cette distinction de couleur. C'est notre vieille histoire. Elle continua sa voix désormais presque autoritaire, mais toujours réconfortante. Tu vas entrer les bougies grises manuellement dans le système comme stock spécial et les classer dans la catégorie noire. Écris-moi un mot avec le nombre exact. Je resterai 1 heure de plus ce soir, je vais dans le back-end. Je trouve le code d'erreur et je le corrige. Ne t'inquiète plus. Tu as ton course ce soir, non pas à l'heure. C'est une erreur du système, pas une erreur de Ben. Ben sembla soulagé. Lena, c'est tellement gentil de ta part. Mais tu fais ça tous les jours. Tu corriges sans arrêt les erreurs de ces foutus codes-barres pour nous tous. C'est ton temple libre. Lena balaya l'objection d'un geste. C'est la vie chez Compass Group, Ben, ou du moins à l'annexe. Maintenant, va montrer à cette cliente la nouvelle collection de poteries. Et souris. C'est la partie de ton travail que le système ne peut pas faire pour toi. Julian sentit une boule se former dans son estomac. Les corrections manuelles fréquentes des stocks qu'il avait interprétés comme un signe de négligence étaient en réalité les efforts désintéressés de Lena pour masquer les erreurs de l'entreprise protégeant ses employés des conséquences injustes. L'efficacité tant vantée de l'annexe dans ses rapports reposait sur le travail invisible et non rémunéré d'une seule employée qui contournait le système pour le maintenir en marche. Il s'approcha de la caisse et posa le livre. Lena le scanna, sa concentration immédiatement tournée vers lui. « Bonjour, Herr Schmidt. C'est un excellent livre. Il est vraiment rare. J'adore l'architecture ancienne. Je suis un professeur à la retraite, comme vous le voyez, dit Julien, avec un léger sourire. Je collectionne les pièces rares. Vous avez une belle boutique ici, jeune femme. On sent l'amour du détail. Mais je vois aussi que les opérations ne sont pas aussi fluides qu'on pourrait l'espérer. » Il haussa légèrement un sourcil, signalant qu'il était plus qu'un simple client sans compromettre son rôle. Lena regarda autour d'elle et baissa la voix. « Vous avez l'œil, Herr Schmidt. Ou peut-être que vous écoutez simplement. Nous aimons cet endroit. Je suis ici depuis 4 ans, mais l'infrastructure, elle est obsolète. Nous le savons tous. Mais la centrale à San Francisco, elle ne nous voit qu'à travers le filtre de ses rapports mensuels. Et que voient ces filtres exactement, demanda Julien prudent. Ils voient du temps perdu quand nous essayons de corriger manuellement un code barre. Ils voient des coûts logistiques inutiles quand nous renvoyons un produit défectueux. Ils voient l'inefficacité, mais pas les heures que nous sacrifions pour garantir une expérience client parfaite. Je vais vous dire franchement, Herr Schmidt, je passe 1 heure chaque soir à réajuster les stocks sans être payé juste pour que les chiffres paraissent corrects pour la centrale. Sinon, mes employés devraient partir et ce sont de bonnes personnes.
Sa confession confirmait les pires craintes de Julian. Son style de gestion avait créé une culture de peur, où les employés devaient assumer la faute des erreurs du système. Juste au moment où Julian réfléchissait à approfondir la conversation, Ben, toujours nerveux, surgit du stock avec un porte-bloc. Lena. C'est vraiment grave, murmura-t-il, mais la peur dans sa voix rendit ses mots audibles dans tout le magasin. La nouvelle livraison de maroquinerie d'Italie est complètement mal étiquetée. Les mallettes coûteuses sont enregistrées comme des petites portefeuilles. Ça représente des dizaines de milliers de dollars de différence. Si j'essaie de corriger ça dans le système, maintenant je devrais réécrire tout le protocole d'inventaire de ce mois. Je n'y arriverai pas et on me reprochera mon incompétence. Lena n'hésita pas un instant. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et posa sa main sur le porte-bloc. « Calme-toi, Ben. Oui, c'est un désastre. Mais c'est un désastre du système. Tu termines à 16 heures aujourd'hui et tu partiras à l'heure. Je m'en occupe. Je resterai le temps qu'il faudra. Je le signalerai comme une opération de nettoyage des stocks dans mes propres heures. C'est mieux que de ruiner ton dossier. » Elle rendit le porte-bloc à Ben et le regarda dans les yeux, sa voix désormais plus basse mais empreinte d'une conviction qui maintenait cette boutique unie. C'était un serment à son équipe, un engagement indéfectible à se protéger mutuellement. « Ben, nous n'allons pas nous laisser vaincre par une erreur dans une ligne de code. On continue, parce qu'ici, à l'annexe, elle sourit les yeux légèrement humides, mais sa posture droite. On tient ensemble. » Ces 3 mots, « on tient ensemble », frappèrent un Julian plus fort qu'un avertissement de perte. C'était le battement de cœur de son entreprise, un acte de solidarité humaine qui transperçait l'armure froide de sa philosophie d'entreprise. La véritable monnaie du Compass Annex n'était pas son inventaire luxueux, mais la loyauté indéfectible de ses employés les uns envers les autres, née de la nécessité de survivre à un système défaillant. Julian acheta le livre, quitta la boutique et se rendit directement dans une chambre d'hôtel à proximité. Il n'avait plus besoin des données. Il avait vu et entendu la vérité. Son entreprise ne dépendait pas de ses stratégies brillantes ou de son design minimaliste, mais de personnes comme Lena, prêtes à se sacrifier pour le bien de l'équipe, corrigeant ses propres erreurs. Julian savait qu'il ne pouvait pas partir. La réparation devait commencer, et elle devait commencer au sommet. Il devait trouver un moyen de protéger Lena, car il pressentait qu'un système aussi aveugle à la loyauté finirait par chercher à détruire son cœur. Sa mission d'infiltration ne faisait que commencer. Julian ne quitta pas le Compass Annex. Au lieu de cela, il loua un petit bureau discret à l'étage au-dessus de la boutique sous prétexte d'écrire un livre sur l'histoire du commerce de détail. La vue lui importait peu. Il avait besoin d'une salle d'opération d'où observer les activités en bas sans se faire remarquer. Les jours suivants, il ne se contenta pas d'observer Lena et son équipe, mais utilisa ses anciens identifiants pour plonger dans l'infrastructure qu'il avait lui-même commandée des années auparavant. Ce qu'il découvrit était un squelette numérique. Le système de gestion des stocks, implémenté en 2012, était un dinosaure dans le monde rapide du commerce en ligne et physique. Conçu pour gérer de grandes quantités, il n'était pas adapté aux pièces uniques artisanales que la Compass Group vendait aujourd'hui. Il ne pouvait pas suivre les mouvements dynamiques des stocks en temps réel. Chaque retour-échange ou petite réparation déclenchait un effet domino d'erreurs qui se traduisait dans les rapports comme une défaillance humaine. Il comprit pleinement la portée du « on tient ensemble » de Lena. Ce n'était pas seulement un serment moral, mais une nécessité opérationnelle.
Les employés devaient développer leurs propres protocoles officieux pour corriger les erreurs de la centrale. Ce jeudi-là, Julien, en tant que R. Schmidt, posa des questions ciblées à Lena, prétendant s'informer pour un article sur les défis du commerce de luxe. Imaginons que vous receviez une livraison de 20 céramiques différentes, demanda-t-il, il en sirotant un café au comptoir qu'il avait pris soin de payer. Comment vous assurez-vous que votre système enregistre correctement les codes de couleur uniques de ces pièces artisanales s'il ne les comptabilise que par groupe de produits? Lena, qui triait un tas de factures, soupira. C'est le grand mystère R. Schmidt. Le système est conçu pour les produits de masse. Nous devons entrer manuellement chaque variante dans la base de données des stocks spéciaux, ce qui est techniquement hors protocole standard. Si nous ne le faisons pas, la boutique en ligne vend un article que nous n'avons pas et nous recevons une mauvaise évaluation pour stock non fiable. Ça prend entre 1 et 2 heures par livraison. C'est ce qu'on appelle la post-maintenance du système. Le temps système ne nous est pas alloué pour ça. Et comment enregistrez-vous ce temps? Lena hésita, jetant un regard à Ben qui conseillait activement un client. On ne l'enregistre pas, R. Schmidt. Si nous comptions ces 2 heures comme du temps de travail, la centrale demanderait pourquoi l'efficacité est si faible, car aucune vente n'a eu lieu pendant ce temps. Alors, on le fait après avoir pointé. On le fait pour garder les chiffres de la boutique propre et apaiser nos supérieurs. Le cœur de Julian se serra. Cela signifiait que Lena et son équipe effectuaient chaque semaine des centaines d'heures non rémunérées dans toute l'entreprise. Ces heures n'étaient pas seulement du travail non payé. Elles représentaient les coûts invisibles de l'inefficacité qu'ils assumaient mais qui, par loyauté et peur de la sanction. Les marges de profit, fiers, que Julian vantait dans ses rapports, étaient en réalité achetées avec le temps libre et l'épuisement de ses meilleurs employés. L'heure suivante, Julian observa Lena gérer un retour. Une cliente ramena un ensemble coûteux de carnets car l'un d'eux était légèrement endommagé. Lena passa 15 minutes à gérer le service client et le remboursement. Puis, une fois la cliente partie, le travail invisible commença. Lena devait marquer l'ensemble comme endommagé dans le système qui exigeait un processus en plusieurs étapes, avec photos et signatures numériques. « Ça va prendre une demi-heure », R. Schmidt murmura Maria, une employée, à temps partiel à Julien, tout en nettoyant des étagères. Si on essaie de le faire pendant une pause de vente, on n'a pas le temps. Si on le fait pendant les heures de vente, on nous reproche d'être inattentif. Et si on ne le fait pas tout de suite, l'article reste marqué comme disponible dans le système et la prochaine commande en ligne est annulée, ce qui nous vaut une pénalité pour mauvais stock. Julian vit le dilemme paralysant le système, n'offrait pas de ressources temporelles adéquates pour la maintenance nécessaire. Les employés devaient en choisir entre efficacité, servir rapidement le prochain client, et intégrité, tenir les stocks correctement. Lena choisissait toujours l'intégrité, ce qui faisait d'elle la plus inefficace aux yeux de la centrale. La menace, cependant, allait bientôt prendre une forme humaine. Tard vendredi après-midi, alors que la boutique baignait dans la lumière douce et chaleureuse du crépuscule, Julian sentit un changement immédiat dans l'atmosphère. La porte s'ouvrit et Sarah Jenkins entra dans l'annexe. Son apparence était l'antithèse de l'esthétique de la boutique. Dans un tailleur pantalon noir impeccablement coupé, avec un regard qui ne posait pas de questions, mais rendait des jugements, elle ressemblait à une feuille de données ambulante. Elle était la directrice des opérations, incarnation de la philosophie de Julian d'efficacité froide et mesurable. Sarah Jenkins ne portait pas de sac de shopping. Elle portait une mallette qu'elle posa immédiatement sur la plus grande table au centre du magasin,
comme s'il s'agissait d'un tribunal. Lena Brandt. Sa voix était claire, sans fioriture ni chaleur. Lena, qui conseillait un client sur un article en cuir gravé, se figea. « Oui, Madame Jenkins. Bienvenue à l'annexe. Je ne suis pas ici pour faire des achats, Lena dit Sarah. Elle n'attendit pas de réponse. Je suis ici pour effectuer un audit opérationnel imprévu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Julian entend que R. Schmidt enfonça son bonnet plus bas sur son visage et se plongea dans un livre, mais garda les oreilles grandes ouvertes. Il vit les autres employés, Ben Maria et une collègue plus âgée nommée Inga, passer instantanément en état d'alerte, leur visage figé. Sarah Jenkins étala immédiatement une feuille de calcul complexe. Les chiffres sont clairs. Votre boutique affiche depuis 6 mois le taux de divergence le plus élevé en matière d'ajustement manuel des stocks. Plus inquiétante encore, il y a un nombre élevé d'heures supplémentaires non enregistrées. J'ai vérifié les registres de vos employés. Vous leur demandez de pointer à l'heure, mais une grande partie de l'équipe, en particulier, vous reste plus longtemps pour effectuer ces ajustements. Madame Jenkins, je peux expliquer. Ce ne sont pas des heures supplémentaires non autorisées au sens classique. C'est ce qu'on appelle la post-maintenance du système. Le système enregistre mal les stocks spéciaux. Si nous ne corrigeons pas les erreurs, le jour même, cela entraîne des annulations en ligne et des stocks erronés, ce qui nuit aux évaluations des clients. Nous l'évitons. Sarah Jenkins se pencha en arrière, ses yeux dénués de toute émotion. C'est une réponse sentimentale, Lena. La Compass Group n'est pas dirigée par des stratégies d'évitement. Elle est dirigée par des processus. Le fait que vous contournions les processus au lieu de contacter le service informatique indique un manque de confiance dans la structure et une perte de contrôle importante. Et le fait que vous autorisiez des heures supplémentaires non rémunérées constitue un risque de conformité. C'est juridiquement grave si cela vient à se savoir. Julian ressentit une vague de dégoût. Sarah Jenkins ne voyait pas la loyauté. Elle voyait un risque. Elle ne voyait pas le travail non payé. Elle voyait une violation des règles de pointage. « J'ai demandé à mes employés de partir à l'heure pour les protéger », expliqua Lena, sa voix tremblant légèrement mais restant ferme. « J'ai fait la plupart du travail moi-même. S'il faut punir quelqu'un, c'est moi. Mais je ne peux pas laisser un client acheter en ligne un article que nous n'avons pas à cause d'une erreur de codage connue depuis des années. Vous admettez donc avoir effectué ce travail sans rémunération et en dehors du système, dit Sarah Jenkins. Cela dissimule non seulement l'efficacité réelle de votre boutique, mais c'est aussi une violation des directives opérationnelles. Exemple, l'incident de la semaine dernière avec la maroquinerie italienne. Tout un lot de mallettes enregistrées comme des portefeuilles. Une différence de plus de 10 000 $ dans l'inventaire corrigé manuellement par vous en une nuit. C'est un ajustement de stock non autorisé d'une ampleur significative. Lena baissa les yeux vers la table. « J'ai corrigé cela pour éviter un préjudice plus important, Madame Jenkins. J'ai les documents. Nous ne parlons pas de vos intentions, Lena. Nous parlons de protocole. Nous parlons de données. Et les données me montrent que la seule boutique présentant ce niveau de problème est la vôtre. La conclusion de l'audit opérationnel n'est pas que le système est défaillant, c'est que la direction locale est défaillante. À ce moment-là, alors que Sarah Jenkins prononçait ces mots cinglants, Ben revint du stock. Il vit la tension et tenta de se faufiler discrètement, mais Sarah Jenkins le repéra. « Ben, venez ici, ordonna-t-elle.
Pouvez-vous estimer la quantité de temps non rémunéré que vous avez passé ces 6 derniers mois à l'annexe pour corriger des erreurs système au lieu de rentrer chez vous à l'heure? Ben regarda Lena, puis le sol. Il déglutit. J'ai toujours pris mes pauses, Madame Jenkins. Je ne parle pas des pauses. Je parle des 30 ou 45 minutes supplémentaires que vous avez passées chaque soir pour aider Lena à réajuster les stocks. J'ai les enregistrements des caméras. Dites-moi la vérité, Ben. Ben lança un regard implorant à Lena, mais celle-ci était déterminée à maintenir son bouclier. Il n'a rien à voir avec ça, Madame Jenkins. Je lui ai demandé de m'aider parce que je l'ai payé, avec mon propre temps. Il était parti à l'heure. J'assume la responsabilité des erreurs. Ce mensonge était à la fois un acte de capitulation et d'héroïsme. Lena protégeait Ben, mais aux yeux de Sarah, c'était une nouvelle preuve de son manque de professionnalisme. Sarah Jenkins se leva sa mallette fermement en main. J'en ai assez vu. Ce n'est pas le comportement de leadership que la Compass Group tolère. Vous avez ignoré les protocoles permis du travail non rémunéré et tenté de dissimuler les conséquences d'une opération hors de contrôle. Elle regarda Lena avec un regard aussi froid qu'une nuit arctique. Je vais envoyer ce soir une recommandation au service des ressources humaines à San Francisco. Je recommande que nous vous relevions de vos fonctions et que nous ouvrions une enquête formelle pour non-respect des directives opérationnelles. Attendez-vous à un appel de RH demain matin. Sarah Jenkins ne jeta même pas un regard à la boutique. Elle partit aussi vite et silencieusement qu'elle était venue, laissant derrière elle l'air glacial de l'administration. Lena s'effondra sur une chaise, ses épaules s'affaissèrent et les larmes qu'elle avait retenues commencèrent à couler silencieusement sur son visage. Ben et Maria se précipitèrent vers elle, mais aucun ne savait quoi dire. Julian, toujours Herr Schmidt, sentit son sang bouillir. Il voyait sa propre création, la métrique froide, la structure sans âme accro aux chiffres, sur le point de détruire l'employée la plus loyale de l'entreprise. Lena était prête à sacrifier son emploi pour protéger une équipe qui maintenait en vie un système défaillant qu'il avait construit. Il savait que l'appel de RH annoncé par Sarah Jenkins ne serait pas une simple formalité. Ce serait la fin de Lena à l'annexe. Julian réalisa que le PDG était dans la pièce pour assister à l'exécution d'une âme généreuse causée par ses propres règles. Il n'y avait plus d'échappatoire. Il devait abandonner sa couverture. La question était de savoir comment le faire sans détruire l'authenticité du moment. Il devait sauver Lena et il devait guérir son entreprise de la maladie de l'efficacité aveugle. Le showdown devait avoir lieu demain matin lorsque l'appel arriverait dans l'annexe même. Ce devait être un témoignage public de l'humanité sur la métrique. Le samedi matin arriva à Seattle avec la fraîcheur humide et silencieuse typique de la ville. À l'annexe, l'air était plus lourd que d'habitude, non pas à cause du brouillard, mais de l'attente pesante d'un coup du sort inévitable. Julien, en tant que Herr Schmidt, était là à 10 heures précises. Il était assis à sa place habituelle, une table massive près du comptoir à café, un livre presque intact sur l'histoire de la céramique devant lui. Son cœur battait à un rythme qui n'avait plus rien à voir avec le calme mesuré d'un professeur à la retraite. C'était le pouls d'un général attendant le moment de son attaque surprise. Il portait la même veste cirée usée, mais en dessous, il avait mis pour la première fois depuis des jours sa montre la plus chère, un geste que lui seul comprenait. Un ancrage à la réalité qu'il allait de bientôt réintégrer. Lena était au comptoir de la caisse, sa posture rigide. Elle bougeait mécaniquement, réalignant les carnets, polissant une vitrine déjà impeccable.
Ses yeux étaient rouges, mais elle avait enfermé ses larmes dans une façade froide et fonctionnelle. Ben et Maria s'agitaient autour d'elle, leur tentative pour alléger l'atmosphère échouant lamentablement. La boutique était presque vide. Les clients semblaient ressentir l'énergie négative qui rôdait dans le silence luxueux. « Bonjour, Madame Brandt », dit Julian d'une voix plus grave et plus autoritaire qu'auparavant. Lena leva à peine les yeux. « Bonjour, Herr Schmidt. Je crains que nous n'ayons pas la meilleure sélection de livres aujourd'hui. J'ai la tête ailleurs. »« C'est compréhensible, » répondit Julian doucement. « Mais je ne suis pas ici pour les livres aujourd'hui. Je suis ici pour la vérité. » Avant que Lena ne puisse répondre, le téléphone sur le comptoir sonna. Un son court dur numérique, différent des sonneries fluides des téléphones des employés. C'était la ligne directe avec la centrale. Lena hésita sa main, planant au-dessus du combiné, comme s'il était brûlant. Elle regarda Julian, une excuse silencieuse et de la peur dans les yeux. « C'est RH » murmura-t-elle. Ça y est, elle décrocha, comme passe annexe Lena Brandt à l'appareil. La voix à l'autre bout était aiguë et formelle. Julian ne pouvait pas l'entendre, mais il pouvait lire la réaction de Lena. Son corse s'affaissa légèrement alors que le représentant des ressources humaines débitait les phrases préparées du protocole. « Oui, je comprends. Les ajustements non autorisés des stocks. Oui, j'ai demandé aux employés de pointer à l'heure, mais j'ai effectué les corrections moi-même pour garder les données de la boutique propre et éviter les annulations. » La voix de Lena se brisa. Elle évitait le regard de ses collègues. « Je comprends que cela constitue une violation. » « Oui. J'attendrai les documents correspondants. » Elle était sur le point d'abandonner. Elle était prête à endosser toute la faute pour l'échec d'un système vieux de 10 ans juste pour protéger ses employés. Julian comprit qu'il n'y avait pas de place pour une diplomatie hésitante. Il devait agir maintenant. Il se leva brusquement, ses mouvements désormais ceux d'un homme habitué à donner des ordres. Il repoussa sa chaise bruyamment et contourna le comptoir en 3 pas rapides. Lena le regarda perplexe. « Donnez-moi le combiné. » Madame Brandt dit Julian, sa voix profonde et ferme, sans la moindre trace d'accent professoral. C'était la voix du PDG qui jouait avec des milliers de dollars dans une salle de réunion. Lena hésita, ses yeux s'écarquillant. « Herr Schmidt, ça ne vous concerne pas. »« Oh, si ça me concerne énormément, » grogna Julian. Il lui prit le combiné des mains sans tolérer d'objection et le porta à son oreille. « Ici, Julian Voss, » dit-il dans le combiné. Son vrai nom prononcé dans l'environnement physique qu'il avait occupé pendant des jours sous l'identité de Schmidt fit l'effet d'un coup de tonnerre. Ben et Maria, qui suivaient la scène en retenant leur souffle, reculèrent. Lena se figea, son souffle coupé. L'air dans l'annexe se glaça. Je présume que je parle au représentant de RH qui vient d'essayer de licencier l'une de mes directrices de boutique les plus loyales et compétentes. Passez-moi immédiatement Sarah Jenkins et assurez-vous que la ligne ne soit pas coupée. C'est un ordre du PDG. La réaction à l'autre bout fut un silence choqué. Julian regarda le visage de Lena. Elle était pâle, ses yeux le fixant comme s'il était un fantôme. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Après une minute interminable de clics dans le combiné, une voix froide et familière se fit entendre. « Julian, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Tu es en vacances. Je pensais que tu étais en Europe. Qu'est-ce qui se passe? » C'était Sarah Jenkins. Julian parla sa voix claire et assez forte, pour que tout le monde dans l'annexe entende chaque mot. Ce n'était pas seulement une transaction professionnelle,
C'était une mise au point. Je ne suis pas en vacances, Sarah. Je suis ici, à l'annexe de Seattle. J'y suis depuis 7 jours sous couverture en tant que vieux professeur d'histoire nommé R. Schmidt. Et j'ai observé. Il marqua une pause pour laisser les mots pénétrer. La main de Lena tremblait, s'accrochant au comptoir. Ben et Maria restaient immobiles comme des statues. J'ai observé comment ton soi-disant audit opérationnel a été conduit. Et je te le dis maintenant, Sarah, tes conclusions ne sont pas seulement erronées. Elles sont désastreuses sur les plans opérationnels et moraux. La voix de Jenkins trembla. Julian, c'est une violation sans précédent du protocole. J'ai analysé les données. Cette boutique affiche les plus grandes divergences. Lena Brandt a effectué des ajustements de stock non autorisés et toléré des heures supplémentaires non enregistrées. C'est un risque de conformité et une violation des principes d'efficacité. Efficacité. Julian rit un son dur et sans joie. Tu parles d'efficacité. Parlons des vrais coûts de cette efficacité, Sarah. J'ai passé les derniers jours à analyser mon propre système de gestion des stocks de 2012, un système que j'ai implémenté et qui ne peut pas gérer nos produits de luxe spécialisés actuels. Ce n'est pas l'échec de Lena si le système ne reconnaît pas les céramiques artisanales comme des SKU distinctes. C'est l'échec de la centrale de ne pas avoir mis à jour le système. Nous avons une infrastructure défaillante et Lena Brandt est la seule à l'avoir empêché de s'effondrer avec sa loyauté et son temps non rémunéré. Julian tapa légèrement du poing sur le comptoir. Ces heures non enregistrées, que tu dénonces comme une violation, sont en réalité les coûts invisibles de notre inefficacité. Lena n'a pas contourné le protocole pour s'enrichir. Elle l'a fait pour protéger nos clients des annulations, maintenir nos stocks corrects et préserver ses employés d'une sanction injuste de la centrale. Elle a évité un préjudice de dizaines de milliers de dollars lorsque le stock de maroquineries italiennes a été mal enregistré. Et tu appelles ça un ajustement non autorisé. Moi, j'appelle ça de la gestion des risques et de la loyauté de premier ordre. Elle a fait ce que notre informatique et nos opérations nous avons échoué à faire. Il se tourna vers Lena, dont les yeux étaient encore figés de choc, mais où brillait désormais une étincelle de compréhension. Lena Brandt, je suis Julian Voss, PDG de la Compass Group. Et je te remercie. Revenant au combiné. Sarah, écoute-moi attentivement. Je te donne un ordre direct et unique. Le processus RH contre Lena Brandt est immédiatement abandonné. Et ce n'est pas tout. Lena Brandt est promue avec effet immédiat, avec une augmentation de salaire de 50% au poste de directrice de l'intégrité et du développement des processus de vente au détail. Sa première mission sera de mettre en œuvre un nouveau système de gestion des stocks entièrement fonctionnel dans les 3 prochains mois, avec un budget alloué de 10 millions de dollars. Elle ne sera pas punie pour sa violation. Elle sera récompensée pour son intégrité qui a maintenu cette entreprise à flot. Julian prit une profonde inspiration. Et en ce qui te concerne, Sarah, tu as prouvé que tu sais mieux lire les chiffres que les gens derrière eux. C'est une erreur fatale dans une entreprise basée sur la connexion humaine. Tu es immédiatement relevé de tes fonctions de directrice des opérations. Tu te présenteras aujourd'hui au service des ressources humaines pour discuter de ton nouveau rôle dans l'analyse des données logistiques, un domaine où tu n'auras plus d'influence directe sur nos employés. Tu as choisi de punir la loyauté. Je choisis de la récompenser. Il reposa le combiné doucement, mais fermement. La pièce était plongée dans un silence profond. Julian se tourna et regarda le trio.
Lena était toujours là, ses mains appuyées sur le comptoir sous le choc. Ben et Maria souriaient incrédules, rayonnant d'un mélange de joie et de crainte. Julian Voss dit, Julian tendant la main. « Ravi de vous rencontrer, Lena. Nous avons eu de belles conversations sur l'architecture ancienne. » Lena retrouva sa voix, un murmure rauque. « Herr Schmidt, vous êtes le PDG? » Pourquoi j'étais ici? Parce que les chiffres de l'annexe ne collènent pas. Une satisfaction client élevée, un taux de rotation élevé. C'était une contradiction. Les chiffres mentaient. Je devais découvrir ce qu'ils cachaient. Et c'était toi, Lena. Et cette équipe. Il regarda Ben et Maria. Vous êtes les coups invisibles de l'inefficacité que ma soif de croissance a causé. Je vous promets, cela va changer. Il se tourna à nouveau vers Lena. Ta première tâche en tant que directrice sera de consigner les heures exactes que toi et cette équipe avez investies dans la post-maintenance du système ces 6 derniers mois. Vous serez tous intégralement remboursés pour ces heures supplémentaires avec une majoration de 100%. Ce n'est pas un bonus, c'est le règlement d'une dette. Lena secoua la tête incrédule. Je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas nécessaire. Nous l'avons fait par amour pour la boutique. C'est précisément pourquoi c'est nécessaire, insista Julian. La loyauté est inestimable, mais notre dette est mesurable. Et maintenant, Lena Brand, directrice, il est temps pour un nouveau système. De quoi as-tu besoin? Lena, la nouvelle directrice, se redressa. La façade de la peur avait disparu. Dans ses yeux brillait la même passion qui avait poussé Julian à fonder la Compass Group des années auparavant. J'ai besoin d'un nouveau logiciel capable de traiter les codes de couleurs et les pièces artisanales comme des SKU distinctes. J'ai besoin de scanners mobiles et j'ai besoin de l'autorité pour auditer les autres boutiques car je sais qu'elles ont les mêmes codes de problèmes et effectuant le même travail non rémunéré. Nous devons reconstruire les fondations sur l'intégrité et l'humanité, pas sur la peur et les mauvaises métriques. Julian hocha la tête. Tu l'as. Commence. Il ôta son bonnet, passa une main dans ses cheveux et regarda son reflet dans le miroir derrière le comptoir. Herr Schmidt avait disparu. Julian Voss, PDG et fondateur, était de retour, et il était prêt à réinventer son entreprise.